Ce sont mes 4 questions. Je vais tenter de répondre à la première question. Comment favoriser je n'ai pas une voix unique. Je ne pense pas non plus en fait de vous dire que voici la voie qui va favoriser la démocratisation en fait de certains pays, par exemple en développement. Mais en revanche, ce que j'ai constaté, c'est que dans ces pays, déjà d'une certaine manière, je parle par exemple de l'expérience de certains pays en Afrique, où j'ai vécu, et il y en a beaucoup d'ailleurs, je constate que ces processus, d'une certaine manière, sont en cours. Bref, il y a des individus, il y a des peuples, il y a des groupes qui s'organisent pour contester justement des formes, par exemple, de dictature, des régimes autocratiques et qui veulent vivre, qui souhaitent vivre sous les démocraties. Et j'ai bien le sentiment que, contrairement à l'idée généralement répandue qui consiste à présenter ces pays comme simplement des pays autocratiques, on passe à côté de quelque chose qui est très essentiel. Donc quand je dis, par exemple, je n'ai jamais dit créer des processus démocratiques, je dis seulement renforcer, parce que j'ai bien le sentiment que il y a des luttes qui se font, mais peut-être ces luttes-là ne sont pas clairement présentées au niveau international. Et comment y participer? Les voies sont multiples. Elles peuvent être institutionnelles, elles peuvent être par exemple des voies simplement informelles. Moi je m'imagine par exemple un ouvrage ou les ouvrages de Pogue, qu'est-ce que ça peut faire entre les mains d'un étudiant en Afrique. Un cours par exemple qu'on donne à des étudiants justement africains où on parle de Pogue et où on les présente ces questions-là, j'ai le sentiment que c'est déjà, même si ce n'est pas encore institutionnel politiquement, j'ai le sentiment qu'il y a un travail de fond qui est fait, où les gens peuvent prendre conscience que les privations dont ils sont victimes, ce ne sont pas des privations faites qui viennent de Dieu, qui sont naturelles, mais des privations qui ont été créées et on peut lutter contre. Donc il y a plusieurs voies, il me semble, qui existent, et il y a déjà des ONG, organisations non gouvernementales, qui luttent, on peut les critiquer, mais en tout cas, il me semble que c'est également fait l'idéal qu'elles poursuivent entre autres. Il y a des travaux qui sont faits. Je suis impressionné, par exemple, je ne suis pas en Afrique, je ne suis pas semble-t-il dans un pays en développement, mais en revanche, on est en train de parler de ces questions sur... et il me semble que même ces éléments les plus ordinaires, même s'ils ne sont pas institutionnels, à mon sens, participent déjà d'une forme de processus de démocratisation. Je ne crois pas que c'est des dirigeants qui un jour vont se réveiller un matin et vont dire désormais, de manière parfaite, le pays est déclaré démocratique. L'expérience de l'histoire nous montre que même les pays aujourd'hui qui se targuent d'être démocratiques se sont développés sur une longue période et c'était des pays fortement monarchiques, fortement aristocratiques, fortement religieux, et il a fallu à l'intérieur de ces États que les individus actifs, quelquefois passifs, se lèvent pour dire qu'on voulait vivre sous un autre en fait gouvernement. Donc la question de comment, en fait, c'est une question qui peut prendre plusieurs voies. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais en fait, c'est comme cela que moi je vois la question. Ce n'est pas inventer la démocratie dans ces États, mais j'ai bien le sentiment qu'il y a déjà quelque chose, des tendances qui existent, et ces tendances-là, il faut les appuyer. Concernant le lien entre démocratie et justice au niveau international, je crois savoir que au niveau international, beaucoup de choses passent par des négociations. Et ici, en présentant les auteurs du cosmopolitisme institutionnel, il n'y a pas des inégalités, par exemple, de pouvoir de négociation qui peuvent exister au niveau international. Donc ça nous met face à une question de la qualité de la représentation de certains pays. Il est vrai que les ressources économiques, les ressources technologiques peuvent peser lors d'une négociation. Mais il est aussi vrai que lors d'une négociation, on peut être un pays faible, mais lorsqu'on a la bonne information, on peut
parvenir justement à convaincre. La question que je me pose, étant donné que beaucoup de décisions qui sont appliquées au niveau international passent par des résolutions, passent par des accords, passent par des traités. Or, il se trouve que lors de la signature de ces traités-là, qui génèrent, dans l'application des injustices, lors de ces traités-là, même les représentants, entre guillemets, des pays en développement, ou de certains pays en développement, y assistent. Donc c'est quand même troublant de voir qu'il y a des représentants des pays qui assistent à des négociations et finissent par signer un accord dont ils savent ou ignorent, je ne sais pas comment, il va générer des injustices. Et je me dis que c'est déjà un point minimal, un point décisif, lorsque par exemple, on peut s'assurer d'une certaine manière que ceux qui vont présenter ces peuples, parce que pour l'instant justement, ceux qui sont dans ces instances internationales représentent des gouvernements. Mais si minimalement on s'assure que ceux qui représentent ces peuples-là sont issus des démocraties, je ne pense pas qu'ils soient moins regardants à signer des accords dont on sait par ailleurs qu'ils vont générer dans ces pays-là des injustices. Je pense que la procédure sera différente. Il y a des négociations par exemple qui sont menées, mais je me suis toujours posé la question, est-ce que lorsque une négociation est en cours dans les instances internationales, l'intelligence collective de ces pays-là par exemple est mobilisée? J'ai bien l'impression que tout se passe entre les arcanes d'un pouvoir et qui va représenter. Alors, quelle est la qualité de la représentation? Je me pose la question sur ça. Donc, je me dis que si, déjà d'une certaine manière, on gagne en termes de qualité de représentation dans les instances internationales, ça peut aider à atténuer certaines injustices. Je ne sais pas si le lien est bien fait, en tout cas, mais je le vois de cette manière. Et puis la dernière question, comment le processus pour adresser les défis mondiaux s'articule avec... Comment est-ce que vous êtes chanceux, je ne peux plus parler, mais comment la démocratisation interne et la façon de faire face... En quoi est-ce que cela va nous aider à faire face aux défis contemporains qui sont de nature véritablement globale, tel l'environnement? Donc c'est la même question que Sylvie Loriot vous avez posée, mais que vous aviez alors habilement contourné. Je vais insister davantage sur la pression politique et la pression en fait collective. J'ai tenté en fait de répondre rapidement, même lorsque ma réponse a été allusive ou très générale. J'ai tenté de montrer que dans certains cas, la façon dont les débats s'introduisent dans les instances internationales n'est pas étrangère aux débats, par exemple, qui se passent avec acuité dans les États. Je ne pense pas que subitement, les technocrates qui sont à l'ONU, les technocrates qui sont au FMI, à la Banque mondiale, ont pris conscience qu'il y avait une dégradation de l'environnement, qu'il fallait aujourd'hui en fait traiter ces questions. J'ai plutôt le sentiment qu'il y a des pressions qui se font, et en tant que citoyen, il me semble que dans une forme, en démocratie, ce qui est à notre portée, c'est tous ces mécanismes de pression sur nos gouvernements pour leur dire qu'il y a des questions qui nous touchent, et il me semble également que ces questions touchent les autres. Ces questions, en fait, créent une vulnérabilité, pas seulement chez les autres, mais peuvent également se déporter chez nous, et ces questions-là, on ne peut plus, en fait, les ignorer. Les mécanismes, par exemple, par lesquels on peut les traiter, je ne pense pas que ici et maintenant, je vous les dise. Mais en revanche, je sais qu'en tant que citoyen, j'ai à m'apporter des instruments de pression que je peux utiliser pour sortir un certain nombre de questions de l'amnésie publique et faire en sorte que ces questions-là deviennent d'abord des débats publics à l'intérieur des États, mais aussi en fait des débats internationaux. Je ne pense pas que la question du terrorisme a commencé aujourd'hui. Cette question a longtemps été d'ailleurs ignorée et maltraitée. Aussi longtemps que cette question-là touchait ce qu'on a appelé l'ailleurs. Aussi longtemps que l'on pouvait, par exemple, ici, être dans une très bonne conscience. Mais il a fallu justement
que progressivement la question se répande, que même des citoyens qui sont ici finissent par s'intéresser à ces questions pour dire qu'il faut traiter la question du terrorisme. Donc il me semble qu'il y a des pressions qui peuvent être faites pour souvent traiter ce genre de questions de défis mondiaux. Et c'est aux technocrates d'imaginer peut-être, mais sous la pression des citoyens, aussi bien passifs, mais aussi actifs. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais je tente quand même de faire bien. Voilà comment je... On y reviendra peut-être dans un deuxième temps. Alors, pour clore ce premier tour de table, je vais céder la parole au directeur de la thèse, Jocelyn. Merci beaucoup, Luc, de présider cette soutenance. Je tiens à remercier très grandement les trois collègues qui ont accepté de faire partie du jury et qui ont lu la thèse vraiment très sérieusement, pris le temps d'écrire des rapports de très grande qualité, des évaluations qui sont à la fois justes, sans être complaisantes. Hein. Je pense pas qu'on puisse demander mieux que ça. C'était particulièrement important pour moi d'être entouré de collègues qui travaillent plus que moi dans les champs de l'éthique des relations internationales et de la justice globale pour l'intégrité du processus. Comme ce n'est pas mon champ d'expertise premier, c'était crucial pour moi d'être entouré de collègues qui travaillent davantage que moi sur ces questions. Puis je tiens en particulier à remercier Rioan donc d'avoir accepté de faire partie du jury, d'avoir écrit un rapport de prélecture extrêmement rigoureux et détaillé qui nous a permis de comprendre ce qu'il fallait faire pour améliorer la thèse. Ça a été une étape absolument essentielle du processus. Comme mon rôle à ce stade-ci, moi je fais beaucoup de travail dans les dernières années avec Michel Esdras, mon rôle est moins important que celui de mes collègues aujourd'hui. Je veux prendre un peu de temps pour féliciter chaleureusement Michel Esdras pour son parcours depuis votre arrivée au Québec en 2007, c'est ça. Donc Michel Esdras est arrivé avec une bonne formation, principalement en histoire de la philosophie. Il contemplait un projet sur Hegel au départ. J'ai rapidement dissuadé. Qui est arrivé donc avec cette bonne formation, une bonne tête, mais aussi avec une éthique de travail absolument exemplaire, irréprochable. J'ai tout de suite compris qu'il avait le potentiel pour réaliser son projet doctoral. J'ai aussi découvert rapidement qu'il était capable de défendre ses idées, comme vous avez vu aujourd'hui, capable de maintenir le cap face à la critique, sans pour autant faire preuve de dogmatisme. En outre, à cette épreuve-là des examens de doctorat, il a écouté attentivement ce qu'on lui a dit, tout en défendant de bonne façon ses idées. Je tiens à dire aussi que son projet doctoral aurait été complété plus tôt n'eût été de plusieurs autres événements et décisions qu'il a prises. Il a commencé assez tôt dans le processus donc à enseigner au cégep d'allemand, enseigner la philosophie. Lorsqu'il a réorienté son projet de recherche, il a décidé aussi de faire un certificat en études internationales pour acquérir plus de connaissances historiques et empiriques et institutionnelles sur ces enjeux. Depuis plusieurs années, il s'occupe de façon parfaitement autonome comme tuteur de mon cours à distance, qui est un cours d'introduction à l'histoire de la philosophie politique. Donc, il s'acquitte de ses responsabilités de façon exemplaire. Michel Esdras a aussi révisé de façon substantielle la thèse après le rapport de prélecture. Ce n'est pas toujours le cas. Certains étudiants préfèrent de faire des changements cosmétiques. Et je dirais de façon beaucoup plus importante encore, il a eu 2 enfants qu'on a aperçus brièvement pendant ce processus. Donc, franchement, vous pouvez être fiers de ce parcours. Sur le plan du contenu, je suis probablement plus sympathique que le candidat aux thèses cosmopolitiques. Puis ce faisant, donc j'ai tout de suite été interpellé par le projet lorsqu'il m'a été présenté. Mais j'ai beaucoup aimé donc finalement cette intuition voulant qu'on puisse en faire beaucoup plus maintenant sur le plan de la lutte contre les injustices, contre la pauvreté en particulier, dans les pays du Sud, au sein même de la présente séparation du travail et des juridictions entre les institutions internationales et les États souverains. Son rappel que la démocratisation interne des États est cruciale et que les institutions internationales aussi peuvent être plus fidèles à leur finalité qu'elles ne le sont maintenant, ça me semble être des rappels tout à fait salutaires.
Ça ne m'a pas convaincu qu'on devrait renoncer au cosmopolitisme institutionnel pour autant, mais ça a le grand mérite au moins de nous rappeler qu'on peut en faire plus, dans le cadre aussi d'une théorie normative qui est non idéale. Hein, donc le cadre d'une théorie normative non idéale qui prend acte du fait qu'une refonte majeure du système international est probablement pas envisageable à court et moyen terme. Ça fait au moins, juste pour prendre à une échelle, disons, continentale, mais un peu plus réduite, ça fait plus de 20 ans qu'on sait que l'Union européenne souffre de déficit démocratique important, souffre aussi d'un manque de correspondance entre une intégration économique très forte et une intégration politique plus faible. On sait ça depuis longtemps et on est quand même confronté à une sorte de paralysie institutionnelle sur le plan des réformes possibles. Donc je pense que la théorie normative non idéale doit absolument prendre acte de ces blocages. Au final, je pense que je demeure un cosmopolite sur le plan des principes et de l'idéal, ce qui implique, à mon sens, que l'aspect cosmopolitique du système international doit être renforcé. Mais bon, j'accepte cette invitation que l'on doit réfléchir davantage à l'intérieur du cadre politique qui est actuellement en place. Je pense que j'ai 3 questions. En fait, j'en ai supprimé plusieurs en cours de route, tellement de bonnes questions ont été posées. Je pense qu'il m'en reste 3. Donc, je partage plusieurs des réserves exprimées par mes collègues. C'est vrai que les rapports sont remarquablement convergents. La question principale, c'est donc une crainte qu'un faux dilemme soit posé dans la thèse entre le projet cosmopolitique institutionnel là, et ce chantier en la démocratisation interne des États et de s'acquitter de la division du travail actuelle. Puis au fond, je me demandais, c'est pour réfléchir, pour continuer la réflexion, est-ce qu'il y a une distinction entre une justice conçue de façon plus transitionnelle, en contexte non idéal, donc celui qui est le nôtre maintenant, dans le contexte d'une théorie normative qui n'est pas décontextualisée, hein, donc on ne pense pas dans le cadre, par exemple, d'une position originelle ou d'un état de nature, donc de penser que sur le plan de la justice transitionnelle, puis d'une telle conception idéale de la justice, que les propositions que vous faites, s'acquittant de la division actuelle du travail, que ces propositions puissent être satisfaisantes ou même nécessaires d'un point de vue transitionnel, mais qu'on doit néanmoins conserver le cosmopolitisme institutionnel en tant qu'idéal régulateur. Hein, donc en tant qu'une théorie normative qui, elle, va être plus décontextualisée, plus abstraite, étant donné donc certains des problèmes globaux qu'on doit demeurer, qu'on doit conserver quand même donc l'idéal cosmopolitique en tant qu'idéal régulateur, sachant que possiblement on ne l'atteindra véritablement complètement jamais, mais que nos actions éventuellement doivent quand même permettre de nous en rapprocher. Est-ce que ça pourrait être une façon de concevoir, au fond, une façon plus acceptable de concevoir votre projet plutôt que d'opposer, au fond, les deux thèses, une thèse, disons, plus internationaliste comme la vôtre, donc système international plus État souverain versus démocratie globale. Il m'a semblé, là, en réalisant la thèse et en vous écoutant, que c'était peut-être une façon donc, de penser l'arrimage entre les deux, parce que c'est vrai qu'une des questions à laquelle vous avez du mal à répondre aujourd'hui, c'est qu'il demeure des problèmes qui semblent exiger une coordination et une coopération entre les États qui exigent la mise en place donc, de processus et de normes supranationales. Hein. Donc c'est vrai pour les changements climatiques, c'est vrai pour la lutte contre le terrorisme. Je pense qu'il faut donc donner une meilleure réponse à cette question. Donc je me demandais si la distinction que je propose pourrait donc éclairer votre projet. Je sens qu'il y a une tension. Donc dans la thèse, on sent une volonté d'affirmer une thèse plus, disons, contrastée, plus originale par rapport au cosmopolitisme international. Je sens que vous voulez atténuer peut-être cette opposition aujourd'hui dans votre présentation et dans les réponses. Donc c'est possiblement, je vais vous demander si c'est une façon fructueuse de penser le rapport entre
les deux.